Salut à tous, Boukanyaré. Dans cette vidéo, on va faire un fact-checking rapidement. Un fact-checking qui va concerner les contenus médiatiques sur le traitement de la situation d'insécurité au Mali. Dans cette vidéo, on va s'intéresser particulièrement à deux images de la LCI qui traitent la situation d'insécurité au Mali actuellement. On va analyser dans cette vidéo pour que vous puissiez comprendre comment la LCI amène la confusion dans la compréhension de la situation réelle du pays. Mais avant de rentrer dans le sujet, on va faire la contextualisation pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe réellement au Mali aujourd'hui. Vous savez, le Mali est confronté à un problème d'insécurité constant depuis un certain moment, causé par le blocus du GSIM. Le GSIM, c'est le groupement pour le salut de l'islam et des musulmans, qui est appelé autrement GINIM. Donc, cette situation a créé la pénurie de carburant dans la capitale Bamako et dans d'autres villes du Mali. Et les médias français aujourd'hui sont en train d'interpréter cette situation de leur manière. On ne peut pas les accuser, mais par contre, ils font leur travail. Mais si ça ne marche pas, il faut le dire. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans cette vidéo. Donc, on va prendre les deux images de la LCI. Je vais afficher la première image. Et, ici, cette image, l'objectif, c'est de catégoriser les mouvements armés qui sont impliqués dans la situation d'insécurité au Mali. Donc, la première catégorie donnée ici par cette image, c'est djihadistes. La deuxième catégorie, l'État islamique. La troisième catégorie, les Touaregs. Donc, la première question en tant que journaliste ou en tant que consommateur de l'information que je me pose, c'est de savoir pourquoi on dissocie l'État islamique des mouvements djihadistes. Et pourquoi on dissocie les Touaregs des mouvements djihadistes et de l'État islamique. Voilà une des questions que je peux me poser. Mais par contre, si moi je n'ai pas la capacité de faire ce discernement, je dirais tout simplement que l'État islamique n'est pas un mouvement djihadiste au Mali, ni les Touaregs ne sont les djihadistes au Mali. Les Touaregs, parce que c'est ce que cette carte nous montre, hein, cette catégorisation nous montre de la part de la LCI. Donc, du coup, il y a une volonté quelque part de s'aimer la confusion pour la compréhension réelle de ces acteurs impliqués dans les situations d'insécurité au Mali. Bon, après, je vais vous donner les détails pendant la vidéo. On va regarder la deuxième image qui, pour moi, est le correctif de la première image. Est-ce que ici, la LCI s'est rattrapée sur la dénomination des choses ou finalement, donc, on est sur le même aspect. Par exemple, là, moi, je ne vois pas la notion, comment dirais-je, tout court, Touareg, tout court ici, ou djihadistes, ils ont nommé GSIM, État islamique, et rebelles Touareg. Ils ont rajouté rebelles au Touareg, à Touareg, qui n'était pas le cas ici. Donc, la question qu'on doit se poser sur cette image-là, on peut interpréter, hein, c'est aujourd'hui l'incapacité de ces journalistes d'aller chercher les informations là où il se doit. Et aussi l'incapacité de ces journalistes de comprendre ou d'identifier les vrais acteurs de ce conflit. À partir du moment où on dissocie l'État islamique du djihadisme, où on dissocie les Touaregs du djihadisme et du terrorisme, moi je pense que ce n'est pas un travail journalistique professionnel. Donc je vais m'expliquer. Vous savez, les groupes djihadistes sont composés par plusieurs communautés aujourd'hui. Je ne parle pas d'ethnie, mais je parle de communautés. On peut retrouver les Touaregs dedans. On peut retrouver les Touaregs. Je peux même citer des groupes terroristes djihadistes Touaregs, voilà, qui sont menés par les Touaregs. Et la preuve est que le premier responsable, Yahya Gali, du GSIM, du Groupement pour le salut de l'islam et des musulmans, est un Touareg. Pourquoi, avant quand même de diffuser cette image, ça n'est pas venu à l'esprit de ces journalistes de dire que, vu là, on fait une confusion, il faut quand même nommer les choses comme il se doit. Donc, Yahya Gali est un Touareg, donc il est à la tête de Ansardine qui fait partie du GSIM. Le GSIM est composé par plusieurs mouvements. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, les groupes djihadistes sont composés des Touaregs, des Peuls, des Bambara, des Soraï et plein d'autres communautés. Donc finalement, quand on lit la première image, donc on est confus. On ne peut être confus parce que tout simplement, voilà, les Touaregs sont dissociés de ça, de mouvements djihadistes ou autres. Alors, autre élément frappant, c'est aussi le fait de dissocier
l'État islamique des mouvements djihadistes. Tout simplement, dans la première image, on peut savoir que, ou on peut interpréter que finalement l'État islamique n'est pas un groupement djihadiste, alors que c'est un groupement purement djihadiste qui a le même objectif que le G6, c'est l'application de la charia, faire du Mali un État islamique. Voilà, c'est l'application de la charia. Bon, ce qui est intéressant dans tout ça, aujourd'hui, vous savez que ces médias sont dans un système de répétition, de mimétisme en termes d'interprétation de l'information quand il s'agit du Mali. Donc, on invite les mêmes experts, sur des plateaux différents pour répondre aux mêmes questions. Moi, tout récemment, la semaine passée, j'ai regardé 3 émissions de France 24 dans laquelle on invite à peu près les mêmes experts. On va retrouver par exemple Nyaralin Barayoro sur le plateau, on va retrouver Antoine Glaser sur le plateau, et finalement, c'est les mêmes questions qu'on pose. Par exemple, les 3 émissions que j'ai regardées, il y avait une question centrale. La question centrale, c'était quoi? Est-ce que Bamako va tomber? Est-ce que vous voyez? Est-ce que Bamako va tomber? Donc, du coup, la journaliste répète à longueur des émissions cette question. C'est revenu 3 à 5 fois dans l'émission et on pose la même question à la même personne. C'est comme si on assiste à un procès des experts pour avouer quelque chose qui n'existe pas finalement. Et l'autre chose aussi par rapport à ces journalistes, ils n'ont pas la culture du Mali. Vous l'avez vu sur ces images-là, la première image surtout. Ils n'ont pas la culture du Mali. Ils n'ont pas la culture des mouvements terroristes ou des mouvements armés au Mali aujourd'hui. Donc on s'adonne à des interprétations finalement dont on n'a pas la maîtrise. Donc, c'est ce qui est alarmant dans ces différentes analyses-là. Donc, autre chose, on trouve souvent une forme de rhétorique. Bamako est entouré par les terroristes de la part de ces médias. Donc, dire qu'un territoire est entouré, donc ça suggère un siège. Ça veut dire que là, on contrôle les sorties et les entrées de ce territoire. Donc, si Bamako est entouré, si Bamako est vraiment entouré, ça veut dire tout simplement les sorties et les entrées de Bamako sont contrôlées par les djihadistes dans sa globalité. Alors que ce qu'on a vu et ce qui s'est passé réellement, c'est le blocus a été mené sur le carburant. C'est-à-dire le GSIM a bloqué l'entrée du carburant à Bamako. C'est ce qu'on a vu. Mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, si vous regardez un peu, l'aéroport de Bamako fonctionne normalement. Il y a entre 60 à 65 arrivées et 65 départs toujours à l'aéroport de Bamako. C'est la moyenne des arrivées et des départs à l'aéroport de Bamako. On a toujours cette moyenne qui existe. Moi, j'ai fait le calcul aujourd'hui. On est entre 60 à 65 arrivées et de départs en moyenne par jour dans l'aéroport de Bamako. Donc, si réellement Bamako était entouré ou Bamako risque d'être siégé par les mouvements terroristes, pourquoi les compagnies aéroportières vont prendre le risque d'envoyer leurs vols dans ce même territoire? Bon, heureusement pour eux, il n'y a pas de compagnie française actuellement. Air France ne part plus au Mali depuis un certain moment donné. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, si on se limite à l'interprétation des informations données par ces médias, notamment pas sur le cas de la LCI, c'est qu'on est confus dans la compréhension réelle du problème. C'est que là, on ne va pas en profondeur des analyses. Moi, je ne dirais pas que tous les contenus sont faux, mais la plupart sont des contenus qui portent confusion. Donc maintenant, l'un des objectifs de ces contenus, c'est de démontrer que Bamako a échoué ou le Mali a échoué après le départ de la Barkhane. Vous l'auriez constaté. À chaque analyse, on parle de l'historique. C'est-à-dire que lorsque l'opération Barkhane était présente au Mali, tout allait bien. On n'assiste pas à ce genre de scénario selon le contenu produit par ces médias. Mais ça a dégringolé à partir du moment où Barkhane est parti. C'est là on est en train on fait une corrélation entre le départ de Barkhane et la situation actuelle du Mali. On sait que, même si à l'époque, on avait à peu près la même situation d'insécurité au Mali pendant que l'opération Barkhane était présente au Mali. C'est au temps de l'opération Barkhane,
qu'on a assisté à l'attaque de Radisson en 2015 qui a tué plusieurs personnes. Et d'autres attaques terroristes ont eu lieu aux alentours de Bamako pendant que l'opération Barkhane était présente au Mali. Donc maintenant, faites attention par rapport à l'interprétation de ces messages parce que tout simplement, ces médias leur objectif, c'est de confirmer une hypothèse qui a été posée depuis le départ. Au lendemain du départ de l'opération Barkhane, on avait fait beaucoup de prédictions sur le Mali. Il y a même des experts qui ont dit que dans une semaine, Bamako va tomber dans les mains des djihadistes parce que l'opération Barkhane n'est pas au Mali. Donc, finalement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Même la situation est critiquable aujourd'hui. On n'est pas arrivé à ce niveau. Donc, pour un dernier point, vous savez que les médias français, leur tactique, c'est la préparation mentale des gens par rapport à une situation qu'ils veulent affirmer. Je prends juste un exemple. Toujours avec cette opération Serval des militaires français, quand ils sont venus au Mali, l'argument phare était que les terroristes allaient arriver à Bamako. Mais jusqu'à présent, ces médias sont dans l'incapacité de démontrer de façon factuelle que ces terroristes allaient rentrer à Bamako en 2013. Ils n'ont pas la capacité de démontrer de façon factuelle. Voilà. C'est une façon de dire aux gens, oui, bon, Bamako allait tomber, mais vous avez été finalement sauvé par l'opération Serval, par les militaires français, ce qui n'est pas le cas. Donc, les argumentations vont dans ce sens-là. Moi, je fais quand même le corollaire entre ce qui se passe aujourd'hui dans ces médias et ce qui s'est dit en 2013 par rapport à la situation sécuritaire du Mali, notamment la ville de Bamako. Mais pourquoi la ville de Bamako intéresse autant ces médias français? Donc, c'est pour valider une hypothèse qui a été posée depuis un certain moment donné. Donc, nous, on va continuer à faire nos analyses en détectant les contenus comme je viens de vous présenter pour vous faire des analyses plus approfondies dedans, pour que vous puissiez comprendre la teneur du traitement médiatique qui est fait aujourd'hui de la situation d'insécurité au Mali. Moi, je ne dirais pas que tout va bien au Mali. On est dans une situation d'insécurité qu'on ne peut pas nier. Ça existe, l'insécurité, ça existe. Mais est-ce que c'est le même niveau d'insécurité qui est décrit par les médias français? Je dirais non. Il y a des experts qui ont fait des analyses très poussées dedans. Je prends un exemple, ACLD, qui est un acteur majeur dans l'identification des conflits dans le monde. Ils ont travaillé sur le Congo, ils ont travaillé sur l'Ukraine, ils ont travaillé sur la Palestine, ils ont travaillé sur le Mali. Et nous-mêmes, on a récupéré les données de cette organisation pour faire une cartographie des situations d'insécurité au Mali. Donc, selon ces acteurs-là qui sont sur le terrain, ils disent tout simplement que les mouvements djihadistes n'ont pas l'objectif d'assiéger Bamako. L'objectif premier, c'est de déstabiliser les instruments étatiques existants au Mali aujourd'hui. Mais un état de siège même n'est pas décrété par les mouvements djihadistes eux-mêmes. Moi, je n'ai jamais entendu parler d'un mouvement djihadiste qu'on va siéger Bamako. C'est tout simplement, ils ont des objectifs clairs, nets, posés sur la base des actes. Exemple, le blocus qui a été posé sur le carburant, le cas de Diarra Transport et plein d'autres. Donc, dire que Bamako est entouré par les mouvements djihadistes, donc, je répète, ça suggère un siège par ces mouvements djihadistes. Qui dit siège, donc s'inscrit dans le temps. Ça veut dire que c'est les zones qui entourent Bamako sont siégées de façon permanente par ces mouvements djihadistes. Ce qui est archive aujourd'hui. Ces mouvements terroristes sont des mouvements nomades en quelque sorte. Encore, ceux qui sont très proches de Bamako, c'est des gens, ils viennent, ils font des attaques, après ils disparaissent plutôt. Donc, dans certaines zones, c'est le cas. Il y a des zones aujourd'hui qui sont quand même siégées par les mouvements djihadistes. Mais pourquoi on n'est pas alarmé par ces zones-là? Je parle de Farabougou, je parle de Gossi, je parle d'autres zones qui sont assiégées par ces mouvements djihadistes. Mais pourquoi on a le focal orienté vers Bamako? Parce que tout simplement, les médias veulent quand même confirmer une hypothèse qu'ils ont posée depuis un certain moment donné sur la situation d'insécurité au Mali. En tout cas, nous, on reste
ouvert. Si vous avez des images comme je viens de vous montrer, n'hésitez pas à nous envoyer. On va en faire des analyses approfondies, faire des fact-checking là-dessus pour que chacun puisse comprendre la volonté réelle de ces médias quant au Mali. Faites attention, portez-vous bien. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre aventure. Peut-être on va faire une émission là-dessus pour que vous puissiez comprendre et portez-vous bien. Que Dieu sauve le Mali.